Salam alaikum. Alors, dans le chapitre précédent, on a fait l'étude du tableau périodique des éléments chimiques, c'est-à-dire le premier niveau de complexité des matériaux. Maintenant, aujourd'hui, on va passer au deuxième niveau de complexité de matériaux et on va traiter ce qu'on appelle les liaisons atomiques. Alors, pour cela, on peut lire sur le slide. Alors, les propriétés physiques des matériaux ont pour origine la manière avec laquelle la structure du matériau est conçue à l'échelle microscopique, c'est-à-dire au niveau d'atomes et molécules, mais elles sont aussi affectées par d'autres caractéristiques du matériau à une échelle intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique. Le macroscopique, c'est ce que l'on voit à l'œil nu. Alors, les liaisons atomiques entre éléments, qui se forment entre éléments, se forment toujours parce que les éléments chimiques dans un milieu sont instables, c'est-à-dire leur sous-couche est incomplète et cherchent toujours à la saturer. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont tendance toujours à perdre ou à gagner ou mettre en commun des électrons. Voilà. Bien sûr, à l'exception des gaz rares. Bien que les gaz rares peuvent avoir des liaisons avec d'autres éléments. Alors on va traiter ce qu'on appelle l'électronégativité, c'est la disposition d'un élément à perdre ou à gagner un électron, et c'est cette propriété qui intervient dans la formation de ces liaisons. Alors en fait, une des propriétés remarquables des éléments chimiques du tableau périodique est leur disposition à accepter ou à abandonner un ou plusieurs électrons pour d'autres éléments. Celle-là, elle est appelée électronégativité. Voilà. Et on a vu la variation de l'électronégativité à travers le tableau périodique. Alors, il faut faire attention. Un élément est plus électronégatif qu'un autre, non pas parce que le premier peut accepter plus d'électrons que le dernier, mais c'est parce qu'il est plus disposé à recevoir des électrons, même à un nombre plus réduit que le dernier. Et je donne un exemple. Alors l'oxygène a une électronégativité égale à 3,5, alors que le fluor, on a une valeur égale à 4. Et pourtant, le fluor ne peut accepter qu'un seul électron, alors que l'oxygène peut recevoir 2 électrons. Alors l'oxygène peut recevoir 2 électrons et pourtant il est moins électronégatif que le fluor, lui qui peut accepter qu'un seul électron. Voilà, il faut faire attention. Alors en se déplaçant à droite sur le tableau périodique, les éléments deviennent plus électronégatifs. Voilà, on a vu la passer. Voilà, en se déplaçant de gauche à droite, les éléments deviennent de plus en plus électronégatifs. Voilà. Alors, remarque, les éléments de la dernière colonne n'ont pas une mesure d'électronégativité, c'est-à-dire les gaz rares, car ceux-là ne réagissent pas ou peu avec les autres éléments. Ce sont des éléments inertes. On les appelle en anglais inert gases. Voilà. Alors, l'étude de l'origine des propriétés des matériaux nécessite une étude au niveau atomique de ces matériaux, comportant 2 volets, c'est-à-dire le premier niveau, le deuxième plutôt, parce qu'on a vu que le premier niveau, ce sont les atomes séparés. Maintenant, le deuxième niveau, c'est lorsque ces atomes viennent former ce qu'on appelle des molécules. Alors, ils vont former ce qu'on appelle des liaisons interatomiques entre atomes. Ce sont des liaisons de nature quantique, on va voir, qui permettent aux atomes voisins de se tenir avec force. Voilà. On peut assimiler la structure d'un ensemble d'atomes en liaison à une chaîne de masse liée à l'aide de ressorts. Voilà. Par exemple, rappelez-vous le système à n degré de liberté de masse attaché avec des ressorts et font des vibrations et même des torsions. Et le troisième niveau qui affecte les propriétés des matériaux,
c'est l'arrangement atomique, on appelle atomic packing. C'est la manière avec laquelle sont disposées les masses atomes, le nombre de ressorts par unité de volume et les angles selon lesquels sont tirés. Par exemple, dans la nature, on ne peut pas trouver que ces chaînes atomiques, mais on peut avoir par exemple des atomes qui font des angles avec d'autres atomes. Alors c'est cette manière de se disposer dans l'espace des atomes affecte les propriétés physiques du système. Voilà. Alors d'autre part, les liaisons entre atomes se présentent en deux catégories. Voilà. Il y a, premièrement, on a les liaisons primaires. Alors, on trouve dans cette catégorie les liaisons ioniques, covalentes et métalliques. Celles-ci sont, grosso modo, elles sont relativement fortes, faisant intervenir des énergies supérieures à 50 kJ par mol. L'énergie de liaison entre un nombre d'Avogadro d'atomes est l'équivalent à l'énergie d'un bloc de 5 tonnes élevé à 1 mètre puis lâché. C'est-à-dire, pour vous dire, à quel point ces liaisons sont fortes. Généralement, les composants dans lesquels on les trouve ont un point de fusion, melting point, entre 1000 et 4000 degrés Kelvin. Voilà, c'est une température très élevée pour fusionner c'est-à-dire pour rompre ces liaisons entre atomes de ces composés. Voilà. Alors, c'est les liaisons primaires, ce sont des liaisons fortes. Alors, on a une autre catégorie, les liaisons secondaires. On trouve dans cette catégorie la liaison dite de Van der Waals et la liaison hydrogène. Il y a même un autre type de liaison de London. Voilà. Mais on va voir ces 5 types de liaisons. Ces deux liaisons sont plutôt des liaisons intermoléculaires. Voilà. Les liaisons primaires se font entre des atomes, alors que ces liaisons secondaires se font entre molécules. Voilà. Ce sont là des liaisons relativement faibles et les composants dans lesquels on les trouve ont un point de fusion entre 1000 et 500 degrés Kelvin. Voilà. Alors, il faut se rappeler degrés Kelvin, c'est-à-dire 0 Kelvin égale, c'est l'équivalent de moins 273, quelque chose Celsius. Voilà. Alors on va commencer par la liaison. On passe en revue ces 5 types de liaisons et on commence par la liaison ionique. Alors la liaison ionique est de nature coulombienne. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que deux éléments de polarité différentes, c'est-à-dire deux charges, deux ions, car d'électronégativité très différents, s'attirent. Voilà. Et vont former ce qu'on appelle une liaison ionique. Alors la liaison ionique nécessite donc un transfert total de la charge d'un élément vers un autre afin que ce dernier complète la configuration de sa couche extérieure, c'est-à-dire celle d'un gaz inerte. Et on va voir un exemple, c'est-à-dire la caractéristique principale d'une liaison ionique, c'est qu'il y aura un transfert de charge d'un atome vers un atome. Il y aura un atome accepteur et un atome donneur de charge. Voilà. La totalité de charge, il faut se rappeler ça. Pour ce type de liaison, on cherche des éléments de la colonne 1A et 2A qui ont tendance à céder leurs électrons pour devenir des cations. Voilà. Sur le tableau périodique, on a le 1A et le 2A, c'est-à-dire les métaux alcalins et les métaux alcalino-terreux ont une disposition à perdre leurs électrons sur la sous-couche S. Voilà. Et bien sûr, ils deviennent des cations et des éléments de ces groupes-là. Voilà. On a le 3A, le 4A, le 5A, le 6A et le 7A. Alors vous voyez qu'on a le 6 et le 7A, le 6
et le 7A qui ont tendance à récupérer ces électrons. Voilà, ils sont plus électronégatifs que les éléments de la colonne 1 et 2. Voilà, par exemple, vous voyez ici le fameux exemple du NaCl. Et bien, le Na va céder un électron, alors que le Cl va le récupérer. Maintenant, le Cl il va récupérer cet électron. Il va avoir la configuration électronique de l'argon. Voilà. Alors que le Na, lorsqu'il va perdre son électron, il va adapter la configuration électronique du néon. Voilà. Bien sûr, il va perdre un électron, mais il ne va pas perdre un proton. C'est juste une charge qui au moins. Voilà. Alors que le Cl, il ne va pas obtenir un proton, mais juste une charge au plus. Voilà. Alors qui eux ont tendance à capturer des électrons pour devenir des anions. Voilà. Alors il y a réaction entre un métal et un halogène, un non-métal. Voilà, le Na et le Cl par exemple. Alors, on trouve la liaison ionique dans des composants contenant des éléments métalliques et autres non métalliques. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On a un élément métallique, Na, et un élément non métallique, par exemple le Cl, par exemple. Vous pouvez aussi avoir un métal qui est le sodium et un non métal, le chlore de magnésium. On a le AgCl. Alors le Ag, voilà, vous avez le Ag, alors Ag c'est voilà, l'argent, c'est un métal de transition avec le Cl, voilà, un halogène, un non-métal. Vous pouvez avoir le CsCl, le césium, le chlorure de césium, le sulfure de zinc. Alors le zinc c'est un métal de transition, le Cl c'est un non-métal. Le bifluorure de calcium CaF2, voilà, le Ca c'est un alcalino-terreux, c'est-à-dire un métal, avec le F, un non-métal, un halogène. Vous avez le fluorure par exemple de lithium. Alors le lithium c'est un métal, un alcalin, avec le fluor, voilà. Vous avez par exemple l'oxyde de magnésium, MgO. Voilà, le Mg. Voilà le Mg. Il est où le Mg? Voilà, le magnésium, c'est un alcalino-terreux avec le O, l'oxygène, c'est un non-métal. Voilà, un chalcogène. L'alumine, voilà, l'alumine Al2O3. Alors, l'alumine est utilisé, c'est-à-dire on utilise l'électrolyse pour extraire l'aluminium. Voilà. Alors, l'aluminium, c'est un métal, c'est-à-dire moins conducteur que les métaux, mais quand même, il est un métal avec le O qui est un non-métal. Voilà. Alors, vous pouvez avoir d'autres composés où on trouve la liaison ionique. Alors, maintenant, la liaison ionique est non directionnelle puisque l'intensité de la liaison est la même dans toutes les directions autour de l'ion. Elle ne dépend que de la distance entre les deux atomes. C'est-à-dire, si vous ramenez une charge, par exemple la charge Na+, une charge positive, et vous mettez le Cl- autour, et bien, en tout endroit autour de cette charge, il y aura une attraction de même intensité à condition que la distance entre les deux charges ne change pas. Voilà. C'est-à-dire la liaison ne dépend pas de la direction dans l'espace entre les deux charges. Voilà. Elle permet aux composants d'avoir une température de fusion très élevée avec E, car d'une énergie entre 600 et 1500 kJ ou encore de 3 à 8 électronvolts. Alors je vous rappelle, l'électronvolt, un électronvolt c'est 1,602 10 puissance moins 12 joules. Rappelez-vous la charge de l'électron, voilà par exemple. Alors puisqu'il est difficile de dissocier les éléments qui sont liés par des énergies très
grande. Ce qui explique que le point de fusion est très élevé pour les composés ioniques. Voilà. Alors les composants qui contiennent des liaisons ioniques sont souvent durs, donc des matériaux fragiles. C'est-à-dire ils sont durs, mais on peut les casser. Alors on va voir dans le chapitre sur les propriétés mécaniques, qu'est-ce que cela veut dire, c'est-à-dire dur et fragile. Voilà, mais pour l'instant, il faut savoir que ces composants ioniques, ils sont durs parce qu'ils sont très compacts, mais fragiles, car les électrons sont localisés sur les atomes. Ils ne sont pas, voilà, ils sont pas délocalisés. Voilà, ils sont piégés sur leurs atomes respectifs. Voilà. Alors, cette remarque vous dit à quel point il est important de comprendre, c'est-à-dire de comprendre les propriétés macroscopiques des matériaux en se basant sur la structure microscopique des matériaux. Voilà, c'est très important. Alors les composants qui contiennent des liaisons ioniques sont de bons isolants, c'est-à-dire pas de conductivité électrique, par exemple les céramiques, les minéraux, dans leur état solide. Voilà, il faut faire attention, car ne possédant pas d'électrons libres. Alors, d'où vient la propriété d'être isolant d'électricité? Eh bien, elle vient du fait que les électrons au sein du composé ne sont pas libres, car la conductivité électrique ou thermique, elle est à la base due à la liberté de se mouvoir des électrons. Voilà, puisque l'électron, une fois éjecté, va être récupéré par un autre élément. Voilà, par exemple, là, dans la formation de NaCl, le Na va éjecter un électron, et bien cet électron va très vite être récupéré par un autre atome. Mais de bons conducteurs à l'état de fusion, c'est-à-dire liquide, car les ions sont libres de se mouvoir. Il faut se rappeler ici que la conductivité électrique se fait soit par électron, soit par ion. Voilà. Alors, on donne ici un exemple de la formation d'une paire NaCl. Alors, la formation d'une paire Na plus Cl procède par un transfert d'un électron de l'atome de sodium Na, c'est-à-dire ligne 3, colonne 1. Voilà, voilà, vous pouvez voir ça. Le Na, ligne 3, colonne 1, avec le Cl, ligne 3 et colonne 17. Voilà, ligne 3, colonne 17. Alors vous avez le 7A, voilà. Colonne 17 pour les chimistes, colonne 7A pour les physiciens, par exemple. Alors, l'atome de sodium adopte la structure électronique du néon, voilà, alors que l'atome de chlore adopte la structure électronique de l'argon. Voilà. Le Na va perdre son électron, elle va adopter la structure des néons, alors que le Cl, pardon, le chlore va récupérer un électron et va adopter la structure de l'argon. Alors bien sûr ici le Cl va être plus gros que le Cl l'atome, alors que le Na, c'est-à-dire le rayon atomique, le Na, puisqu'il va perdre un électron, son ion correspondant va être plus petit. Voilà. Alors, vous avez ici deux électrons. Voilà. Alors, on va l'atome de sodium a 11 électrons avec un électron de valence. Voilà. Qui sera cédé à l'atome de chlore qui lui a 17 électrons. 7 électrons dans la couche de valence. Voilà. Dans la couche de valence. Alors le rayon de l'atome de sodium Na est R égale à 0,19 nanomètres. Voilà. Le Na.
alors que celui de l'ion Na+, est de rayon 0,19. Voilà, c'est-à-dire en perdant un électron, l'ion, c'est-à-dire l'ion Na+, est devenu plus petit que son atome. Voilà. Alors que, c'est-à-dire à chaque fois qu'un atome perd un électron, son volume diminue. Le rayon de l'atome de chlore Cl est de 0,08 nanomètres, alors que celui de l'ion Cl- est de R égale à 0,18. Voilà, il a gagné un électron, son volume devient plus gros. À chaque fois qu'un atome gagne un électron, son volume augmente. Alors en cédant un électron, l'atome de sodium absorbe une énergie égale à 5,4, voilà, 5,4 plutôt 14 électronvolts, c'est-à-dire un travail, alors que l'atome de chlore cède, et c'est-à-dire elle en anglais releases, une énergie égale à 4,02 électronvolts. Voilà. Alors cela veut dire que pour faire une paire d'ions, Na+, Cl-, Na+, Cl-, on va les rapprocher, on doit faire un travail de U égale à 5,14 moins 4,02 égale à 1,12. Voilà. Voilà. 1,12, voilà ce que je viens de dire. Alors, vous avez l'atome de sodium absorbe une énergie égale à 5,14 électrons, alors que l'atome de chlore cède, voilà, une énergie égale à 4,02. La différence est égale à 1,12 électronvolts. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'interaction. Alors, cette énergie, c'est-à-dire sa signification physique, c'est que on doit rapprocher les atomes du chlore et du sodium les uns par rapport aux autres pour que le transfert d'électrons du sodium vers le Cl ait lieu. Voilà. Alors maintenant, voilà, c'est pour ça que je dis que deux atomes Na et Cl ne peuvent échanger d'électrons que si on leur fournit un travail positif. On doit les rapprocher davantage pour que le transfert d'électrons ait lieu. Voilà, c'est la première étape dans la formation de la paire Na plus Cl-. C'est-à-dire, on doit fournir une énergie pour les rapprocher. Voilà. Alors, une fois le transfert d'électrons entre ces deux atomes a lieu, ces derniers deviennent des ions. Voilà, Na plus et Cl-. Alors, puisqu'on a deux atomes, deux ions, Na plus et Cl-, eh bien, il va y avoir une interaction coulombienne. Voilà, à ce moment-là, la force de Coulomb attractive entre en jeu et dans l'expression, voilà, est donnée par, comme vous le savez, F, la force entre deux charges, l'une positive et l'autre négative, égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0, c'est la permittivité du milieu. Voilà. Zna, c'est le nombre atomique de l'atome Na. E, c'est la charge élémentaire. Zcl, c'est le nombre atomique de l'atome Cl. E, c'est la charge élémentaire. Bien sûr, le moins ici parce que le Cl porte une charge négative. R, c'est la distance entre ces deux ions. Voilà. Le cation Na+, et l'anion Cl-. Voilà. Alors, on a la force, mais on est intéressé plutôt par l'énergie. L'énergie qu'on peut, c'est-à-dire fournir pour maintenir deux charges dans deux positions différentes avec une séparation égale à R. Voilà, alors l'électrostatique nous renseigne sur ça, c'est très simple. Alors l'énergie nécessaire pour amener un ion de sodium par exemple vers une position R par rapport à un ion de chlore, supposé en R égale à 0, est donnée par une énergie attractive, et bien c'est l'intégrale, parce que rappelez-vous, en électrostatique, si on a par exemple un milieu où il n'y a pas de champ électrique, et on ramène une charge en un endroit, et bien ça ne coûte rien en énergie,
parce qu'il n'y a pas de force, voilà, qui vont à l'encontre de cette charge. Maintenant, si on veut ramener une deuxième charge de l'infini vers un point bien précis autour de la première charge, eh bien, on doit appliquer une énergie qui est égale à l'intégrale, voilà, de la force entre les deux charges de R à l'infini. C'est-à-dire on va ramener la charge, la deuxième charge de l'infini vers un point R. Voilà. Et ça donne cette expression. Moins, bien sûr, c'est une charge négative, c'est une charge de liaison. Voilà. 1 sur 4 pi epsilon 0, ZNE, ZCLE sur R, et non pas R carré, c'est R. Et bien, c'est là l'énergie fournie à ce système de deux charges pour les maintenir à une distance R. Voilà. Maintenant, vous pouvez penser que si on a cette charge, deux charges négatives et positives, et bien les charges vont s'écrouler l'un sur l'autre parce qu'il y a une attraction. Et bien non. Alors cette énergie attractive est balancée par un autre type d'énergie potentielle répulsive. Elle vient d'où cette énergie répulsive? Eh bien, elle vient des couches électroniques de chacun des ions. C'est-à-dire, parce que le Cl a 17 plus 1, c'est 18, le Na 11 moins 1, c'est 10. Eh bien, on aura des électrons de la couche supérieure, mais il y a aussi les électrons du cœur, par exemple. Eh bien, il y aura un nuage électronique, c'est-à-dire une charge négative sur le Cl- et une charge négative sur le Na+. Voilà. Et bien ces deux couches électroniques, on les appelle les nuages électroniques, et vont se repousser. Voilà. Ils vont se repousser, d'où c'est-à-dire le terme de l'énergie potentielle répulsive. Alors, c'est pas totalement une de nature classique, c'est-à-dire coulombienne, mais c'est cette énergie potentielle a une nature mécanique quantique. C'est pour ça qu'on a modélisé cette fonction, ce potentiel, c'est-à-dire avec la fonction suivante B sur Rn+. Alors, vous remarquez que c'est positif parce que c'est une répulsion entre deux charges de même polarité. Voilà. Et on a une constante B qui dépend du couple ou du pair Na plus Cl- par exemple, a une valeur. D'autres paires ont une valeur B différente. Et N est presque égal à 8. Voilà. Alors, en fin de compte, on aura c'est-à-dire pour avoir une énergie potentielle, pour avoir le couple Na+, Cl-, on va se former ces deux, c'est-à-dire ce paire-là, et bien, on doit fournir une énergie égale à l'énergie potentielle totale du système, s'écrit, c'est-à-dire ce système renferme une énergie égale à UI. Voilà, rappelez-vous, le II, c'est l'énergie qu'on a fournie pour que les atomes viennent se rapprocher afin qu'il y ait le transfert de charge. Voilà. Maintenant, après que la charge de l'électron est transférée du Na vers le Cl, eh bien, on aura une énergie d'attraction entre deux charges de polarité différentes, plus une énergie qui représente la répulsion entre les nuages électroniques des deux ions. Voilà. Alors l'énergie du transfert représente l'énergie affranchie par un atome Na pour pouvoir céder son électron à un atome Cl. Voilà. Alors, ces deux types de forces ont leur région de R où leurs effets sont dominantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on trace l'énergie potentielle U, voilà, énergie potentielle U, en fonction de R, la distance entre deux ions. C'est-à-dire ici, par exemple, on va supposer que le Na+ est à R égale à 0,
et le Cl peut glisser sur l'axe des R. Voilà. Alors, juste pour une petite remarque, ce sont des potentiels qu'on appelle potentiels à deux corps. C'est-à-dire il fait intervenir juste deux atomes. Bien sûr, il donne c'est un modèle bien sûr, il donne quelques résultats pour certains matériaux, mais on ne peut pas l'utiliser pour avoir des résultats plus sophistiqués. Voilà. Mais ça reste un modèle de potentiel avec deux corps. Alors, voilà, comme je viens de le dire, le Na+, on suppose que le Na+ est à R égale à 0, et on va voir quelle énergie potentielle va acquérir le système si le Cl- va se déplacer le long de R. Voilà, c'est en fonction de la distance entre les deux ions. Et bien, on a ici le UI, c'est une énergie potentielle, voilà, de transfert de charge qui est constante. Voilà, ce tiré-là. Voilà. On a la courbe, voilà, celle-là, c'est l'énergie électrostatique. C'est une attraction, il y a une attraction. Voilà. Et on a l'énergie de répulsion qui est positive. Voilà, qui est positive. Maintenant, U, rappelez-vous, U, c'est la somme de ces trois termes. Et bien, on aura cette courbe-là, net curve, qui représente la somme des trois courbes. Voilà. À chaque, en tout point, alors je vais prendre par exemple le Cl ici, et bien, l'énergie, c'est-à-dire renfermée par le système, ça correspond à ce point-là. Maintenant, si on a par exemple le Cl-, alors bien sûr le Na+, il reste ici. Alors si le Cl est là, c'est-à-dire sur cette valeur de R, et bien l'énergie que renferme le système de deux ions, et bien c'est celle-là. Voilà. C'est-à-dire à chaque fois que le Cl, c'est-à-dire la distance, la longueur de la liaison augmente ou diminue, là, l'énergie renfermée par le système augmente ou diminue selon cette courbe-là. Voilà. Alors, vous voyez que, voilà, je dis ici que ces deux types de forces ont leur région de R où leurs effets sont dominants. Et bien, pour les R petits, c'est la répulsion qui domine. On peut comprendre ça parce que si on ramène à des distances plus proches, c'est-à-dire une distance très petite entre les deux charges, et ben ce sont les couches électroniques qui, c'est-à-dire l'effet de la répulsion entre couches électroniques qui domine. Maintenant, si on va, le Cl va être éloigné par rapport à Na+, et ben c'est-à-dire c'est comme si on a deux charges, une positive et l'autre négative, voilà, et on aura une attraction, un effet électrostatique, voilà. Maintenant, alors on voit que l'énergie UR est très élevée positive lorsque les deux ions sont très proches, voilà, c'est pour R très petit, et c'est la répulsion qui l'emporte, voilà, c'est ce que je viens de dire. Si les ions s'éloignent, voilà, c'est le Na+ est là, et le Cl s'éloigne de cet ion, et bien l'énergie devient négative, voilà, et puis elle redevient positive car c'est l'attraction entre ions qui domine, voilà. Alors, d'autre part, l'énergie UR a une forme de cuvette appelée, voilà, une forme de cuvette, voilà, appelée puits de potentiel avec une valeur minimale, voilà, par exemple la valeur minimale ici, c'est pour R0, c'est-à-dire si l'ion Cl- est sur cette position, et bien le système a une énergie minimale, c'est-à-dire négative.
qui exprime égal à 0,28, ce sont des valeurs, des résultats expérimentaux, qui expriment la stabilité de la liaison, c'est-à-dire le système est le plus stable possible si la distance entre le Cl- et Na+ égale à cette distance-là. Voilà, cette distance-là. Alors, pour un néon en R égale à 0, c'est-à-dire comme je viens de le dire, le Na+ et R égale à 0 et Na, Cl- est en R0, l'énergie ER de liaison entre les deux ions est à son minimum et la liaison sera donc la plus stable possible. Alors, il faut remarquer que cela est vrai juste pour une température de 0 Kelvin où il n'y a aucune agitation thermique. Voilà, c'est-à-dire cette valeur, voilà, de l'énergie, elle a lieu, voilà, pour une valeur exacte, voilà, et bien c'est lorsque la température du système est égale à 0 Kelvin. Voilà, il n'y a aucune agitation thermique parce qu'à chaque fois qu'on augmente la température du système, et bien il y aura des vibrations. Voilà. Alors je vous appelle à faire l'analogie avec un système de masse-ressort. Voilà. Alors, dans ces systèmes masse-ressort, l'énergie d'une masse attachée à un ressort, c'est 1/2 de kx au carré. Voilà, c'est x au carré, 1/2 de kx au carré, alors que celle-là n'est pas, c'est-à-dire n'est pas de cette forme. Voilà. Elle a une autre. Mais c'est-à-dire la chose commune entre ces deux cas, c'est qu'il y a un puits de potentiel. C'est-à-dire la masse dans un système masse-ressort ne peut pas, c'est-à-dire sortir, échapper au potentiel créé par le ressort. Elle va vibrer entre deux points. Par exemple, à condition initiale, on va écarter la masse et on va la lâcher. Elle va se déplacer entre deux points de l'énergie potentielle. Et bien c'est la même chose ici. On a la masse, l'ion Na+ ici, voilà, en R égale à 0. Lorsqu'on augmente la température, et bien le Cl- va avoir son énergie augmentée et va, par exemple, il va vibrer entre ce point et ce point-là. Voilà. En passant par le UR0. Voilà. Pensez à l'analogie avec une masse, système masse et un ressort. Car en chauffant le matériau, on apporte de l'énergie aux atomes qui vont se déplacer à droite sur la courbe. Ils vont déserter la position en R0 et de ce fait, le matériau va se dilater. Voilà. Par exemple, si le AT égale à 0 Kelvin, on a la masse, l'ion ici, et bien la liaison, elle a de longueur constante. Mais une fois on chauffe le matériau, et bien le Cl- va se déplacer de ce point à ce point. Alors lorsque la liaison augmente, c'est que le matériau lui-même va se dilater en le chauffant. Voilà, c'est ça l'explication par liaison atomique de l'expansion thermique des matériaux. Voilà. Alors, voilà, juste pour vous faites une pause pour voir les informations que je viens de prononcer. Voilà. Alors, même avec cette dilatation, la liaison ne disparaît pas tant que la température du matériau n'a pas encore atteint seuil de fusion. Voilà. Je reviens à voilà, non, celle-là. Voilà. Alors, on augmente, voilà, vous voyez ici, bond stable. Voilà. C'est que dans cette région, le Cl- va se déplacer de là à là. Et quand même, la liaison existe toujours. C'est-à-dire le système a toujours sa liaison ionique entre Na+ et Cl-. Voilà. Mais vous voyez que si jamais on augmente la température jusqu'à atteindre par exemple le 0 ici, et bien l'atome, ou plutôt l'ion Cl- va se détacher
de Na+, mais quand même, il va y avoir, on va avoir des liaisons atomiques qui se font et qui se défont. Voilà, il y a une grande probabilité pour que les liaisons entre Cl- et Na+, se défendent, c'est-à-dire il y a une rupture de cette liaison. Mais on peut avoir, il y a une possibilité pour que cette liaison se refait. Alors on est dans l'état liquide, voilà, dans cette région. Dans cette région, on a un état liquide. Ici, on a un état solide, puisque la liaison tient. Alors que si on augmente la température, eh ben, le l'ion Cl- peut se détacher de l'atome de l'ion Na+. Alors on aura un état liquide. Maintenant, si on augmente la température, voilà, c'est-à-dire l'énergie du système augmente, et ben, on aura la séparation entre les atomes, les ions Na+ et les Cl-. Alors on aura un état solide du Na, mais on récupère l'état gazeux du Cl. Voilà, il n'y a pas de liaison entre ces deux ions. Voilà. Pour ça, voilà, même avec cette dilatation, la liaison ne disparaît pas tant que la température du matériau n'a pas encore atteint celle de la fusion. Voilà. C'est cette remarque que je dois faire. Voilà, c'est voilà ici. Je dois voilà. Alors comme je viens de le dire, ce modèle, c'est-à-dire d'énergie potentielle à deux corps, bien sûr, il explique certains aspects des liaisons dans les composés, mais il ne peut pas expliquer d'autres plus importants parce que dans la structure cristalline du système, il y a une certaine disposition des atomes, c'est-à-dire les atomes peuvent avoir des angles entre, par exemple, 3, 4, 5 atomes, et ce modèle-là à deux corps ne peut pas expliquer cette disposition. Merci.